En janvier 2025, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, plus connue sous le nom de l'ARCOM, avait publié un rapport sur la représentation des femmes lors des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Alors ce rapport met en avant des progrès qui sont significatifs, même si la médiatisation des épreuves de sport féminin reste finalement encore faible. Alors juste pour donner un chiffre, 37% des retransmissions ont concerné des épreuves féminines. Et puis cette disparité s'accroît encore entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Le rapport met aussi en avant les inégalités concernant les commentatrices des épreuves sportives. Le temps de parole des commentatrices sur France Télévisions et Eurosport a été de 18% lors de l'événement. Cependant, Delphine Ernotte-Kunci, la présidente de France Télévisions, se montre plutôt optimiste. Je cite : « Pour les Jeux olympiques d'hiver 2026, Pour les Jeux d'hiver de 2026, nous pouvons d'ailleurs annoncer qu'il n'y aura que des femmes en prime time. Quant à la diffusion des compétitions, je précise que cela dépend des horaires, de la météo, etc. » Alors, la médiatisation des sports féminins, c'est un processus croissant, mais qui nécessite encore de nombreuses actions. Cette visibilité des athlètes féminines ne se limite pas à la diffusion des compétitions. Elle influence également l'attribution de sponsors. Elle est aussi une question de représentativité au sein même des médias, par exemple avec le rôle des commentatrices. Et enfin, elle interroge aussi l'impact des nouveaux canaux d'information comme les réseaux sociaux. Et pour parler de tous ces leviers d'action dans les médias sportifs afin de promouvoir les sports féminins, nous accueillons aujourd'hui avec grand plaisir Romain Beauvais, journaliste sportif spécialisé dans les questions d'inclusion et fondateur du média Lady Sport, qui a pour but justement de favoriser la médiatisation des sports féminins. Romain Beauvais, bonjour et merci d'avoir accepté de participer à ce podcast pour parler des médias et des athlètes féminines. Bonjour et merci pour l'invitation. Alors juste avant de commencer à discuter de cette thématique, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter aussi votre média et vos actions ? Ça marche. Donc moi je m'appelle Romain Beauvais, je suis journaliste sportif malvoyant et j'ai créé la marque Lady Sport. Depuis ma plus tendre enfance, je rêvais embrasser la carrière de journaliste sportif. Et malheureusement, en 2002, le corps médical m'a diagnostiqué une rétinite pigmentaire. Donc il a fallu tout repenser afin de pouvoir quand même vivre mes rêves et atteindre mes rêves, c'est-à-dire d'être journaliste ou au moins d'être au plus près des équipes et du sport. Et donc par la suite, j'ai intégré l'Institut pratique du journalisme en 2010. Pendant 2 ans, j'étais chez Lagardère Numérique au sein d'une filiale qui s'appelle Sport.fr. Et durant cette période, j'ai découvert le sport féminin grâce à Alison Pinault, qui est une joueuse de handball. Et j'ai donc décidé, à la sortie de mon cursus universitaire de journaliste, lancer un premier média sur la médiatisation du sport féminin qui a été arrêté pendant le Covid et qui aujourd'hui a été relancé sur un autre aspect du sport féminin, avec lequel j'ai été accompagné par un incubateur qui s'appelle Hôtel 71 à Lyon, afin de renouveler, de donner un second souffle à la médiatisation du sport féminin. Alors, pour entrer dans le sujet de la médiatisation des sports féminins, on va bien sûr parler des grands événements sportifs, comme les Jeux olympiques et paralympiques ou la Coupe du monde de football, qui sont de véritables opportunités pour rendre plus visibles les sports féminins. Et pourtant, le rapport de l'ARCOM nous le montre, finalement, ces grands événements ne favorisent pas tellement la médiatisation de ces sports. Alors, pourquoi y a-t-il cette incapacité à se saisir de tels événements qui ont parfois une diffusion internationale incroyable pour élargir la couverture médiatique des sports féminins ? C'est un sujet très vaste, très difficile. Je peux pas vous donner une réponse clé en main. Il y a beaucoup de facteurs qui vont dans ce sens. On peut voir que quand même les médias s'imprègnent de ces sujets puisqu'ils diffusent
les grands événements, les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football féminin, la Coupe du Monde de rugby féminine, les championnats du monde et d'Europe de handball féminin. Donc on voit déjà un fléchissement sur ça, donc on a déjà fait un premier pas. Et ensuite, il y a aussi des enjeux économiques derrière. Donc c'est ça la problématique, c'est que derrière, quand vous avez l'acquisition de droits, il faut les payer bien évidemment. Et donc derrière, il y a toute une question de rentabilité envers le sport féminin, où on va dire peut-être une discrimination expliquant que le sport féminin ne serait pas assez rentable ou ne donnerait pas assez de gages. Moi, quand j'ai démarré en 2012, les grands médias nous expliquaient que le sport féminin ne serait pas assez vendeur car il n'y avait pas d'audience. Quid de ça, c'est qu'ils n'avaient pas testé, donc ils ne savaient pas. Aujourd'hui, on voit que le sport féminin engage des audiences à 2 chiffres, voire 2 chiffres, donc 15 millions l'année dernière pour France Télé sur le rugby féminin. Et pour TF1, ils ont des audiences entre 4 et 7 millions. Donc, on voit que les choses avancent. Bien évidemment, on aimerait que les choses aillent plus vite, que les sportives aient davantage de visibilité, de médiatisation, car c'est aussi un des enjeux pour elles. S'il y a plus de visibilité, de médiatisation, il y a bien évidemment plus de sponsors. Mais s'il n'y a pas assez de médiatisation, il n'y a pas de sponsors. Donc, finalement, il n'y a pas de solution aujourd'hui viable, on va dire. Donc, il faut continuer, il faut être patient, il faut peut-être suivre les médias, pas les contraindre, mais les impliquer davantage, avoir une pédagogie avec eux pour leur montrer, leur prouver que les grands événements rapportent et que ça ne soit pas un one-shot, mais qu'on fasse ça sur du long terme. Voilà aujourd'hui les enjeux qu'on doit faire. On a franchi une première étape avec davantage de sport féminin à la télé. Maintenant, il faut engager, il faut aller un peu plus loin et ça, c'est du travail qui ne se fera pas en quelques semaines, mais en quelques années. Alors pour ne pas dresser un constat trop pessimiste sur la médiatisation des sports féminins, il y a évidemment des progrès significatifs, on l'a dit, qui ont été faits, mais cela dépend quand même des disciplines sportives qui sont concernées, des sports. Et donc, est-ce qu'il y a vraiment des disparités qui sont visibles entre les différents sports féminins ? Quels sont les sports féminins qui sont moins représentés ? Et puis surtout, comment on pourrait expliquer de telles disparités ? Est-ce que c'est une question d'audience, de culture, de choix éditoriaux ? On le voit déjà chez les garçons, si on fait un petit parallèle. C'est que, on le dit toujours, le foot cannibalise 95% de l'espace médiatique. Rien qu'en ouvrant l'équipe, vous avez facilement une quinzaine de pages pour le foot et après les autres sports sont relégués. Donc déjà, si chez les garçons, vous avez cette disparité, chez les filles, c'est encore pire. Et il y a certains sports qui bien évidemment, sont la locomotive du sport féminin. Vous avez le football féminin qui est diffusé sur Canal+. Vous avez le rugby féminin qui est diffusé sur France Télévisions. La Coupe du Monde féminine cette année en 2025 qui va être diffusée sur TF1. Donc on voit que certains sports, on le voit en poupe. Et ça se voit derrière parce que derrière les fédérations, et il faut être honnête, c'est que les fédérations derrière ont mis en place des choses pour performer et que leurs athlètes soient performantes et que les médias s'intéressent à leurs histoires, à leur parcours et qu'on ait davantage de sport féminin à la télé en fait. Donc il y a une disparité des sports, mais c'est un peu la même chose chez les garçons. Donc là, on voit pas trop de différence. À part pour les filles, comme je disais, les locomotives sont le foot, le rugby, le tennis sur les grands rendez-vous. Et puis derrière, vous avez les petits sports qui, comme chez les garçons, peinent, mais il faut pas les oublier en fait. Et c'est encore pire quand vous faites du parasport. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire et à mettre en place pour qu'il y ait une parité globale en fait. Vous avez lancé un média, Lady Sport, qui doit aider justement à promouvoir les sports féminins. Et là, on s'adresse par ce podcast à toutes celles et ceux qui voudraient travailler dans les médias sportifs. Et justement, quand on travaille dans un média sportif, sur quel levier d'action peut-on jouer pour faciliter la promotion des sports féminins ? Je dirais qu'il faut déjà se sensibiliser. Il faut avoir déjà la fibre
pour le sport féminin, ça veut dire déjà avoir un premier pas dedans. C'est déjà une première, c'est peut-être basique, mais c'est quand même quelque chose d'important. Après, il faut pas non plus que ça soit fermé aux journalistes qui ont envie de parler de sport féminin ou de parasport. Et même, je pense que c'est la meilleure solution, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose et qui viennent car elles auront un meilleur regard sur cette pratique. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi, puisque moi je ne connaissais rien au sport féminin et je l'ai découvert, on va dire, par hasard sur une conférence de presse de handball féminin. Donc je pense que le premier levier, c'est ça. Ensuite, il y a l'écriture aussi. C'est l'écriture inclusive, il faut faire attention à ce qu'on écrit. Nous, chez Ladiesport, je briefe tous mes contributeurs aux journalistes à faire attention à ce qu'ils écrivent, car on peut vite déraper. Et voilà les leviers d'action. Et ensuite, il faut que ça soit aussi au niveau des directions. Ça veut dire que si on a peut-être plus de femmes au sein des rédactions sportives à des postes clés, peut-être qu'on aura davantage de médiatisation sur le sport féminin. Donc, tous ces éléments pourront ainsi donner peut-être plus de visibilité au sport féminin. Alors là, vous parlez des méthodes d'écriture et aussi de la question d'accéder pour les femmes à des postes de direction dans les médias. Est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un enjeu de formation qui est très important quand on parle de la médiatisation des sports féminins ? Vous avez fait une école de journalisme. Est-ce que dans les écoles de journalisme, il y a une sensibilisation qui est faite justement sur cet enjeu de la médiatisation des sports féminins ? Vous avez une association qui s'appelle Femmes de journalistes de sport, qui, elle, travaille sur ces questions-là. Moi, à mon époque, quand j'étais en école de journalisme, donc à l'IPJ, Paris-Dauphine, mes collègues journalistes sportifs féminines, il y en avait très peu dans ma promo, car le sport, c'est déjà un milieu qu'on a du mal peut-être à embrasser. Peut-être que les garçons ont plus de facilité, je ne sais pas quelle est la raison. Donc déjà, il faudrait déjà plus de sensibilisation sur ça. Et ensuite, le sport féminin, c'est une niche dans la niche, en fait. Donc c'est difficile au sein des écoles de journalisme d'en parler. Mais aujourd'hui, il y a plus en plus d'écoles et de formations qui travaillent sur ces sujets-là dans l'école W, je crois, d'autres écoles, qui mettent en avant ces parcours pour le journaliste sportif. Car comme vous le dites dans l'étude de l'ARCOM, vous avez encore trop peu de journalistes dans les rédactions féminines, dans les rédactions sportives traditionnelles, pardon. Et donc, il faut qu'il y en ait davantage. Donc, c'est vrai que déjà avec cette association Femmes journalistes de sport, d'autres actions qui peuvent être menées de sensibilisation dans les écoles de journalisme, à leur dire qu'elles peuvent être journalistes sportives et que ça peut être un beau métier pour elles. Et d'être commentatrice aussi, comme vous l'expliquez dans votre introduction et dans l'étude de l'ARCOM, il y a très peu de commentatrices féminines. Donc voilà, il y a aujourd'hui, les choses avancent, mais il y a encore beaucoup de travail à accomplir pour avoir une parité complète dans les rédactions. Alors là, on a parlé du rôle des médias, on a parlé du rôle des écoles de journalisme, de la formation dans la médiatisation des sports féminins. Mais il y a aussi une dernière catégorie d'acteurs, et pas des moindres, qui a un rôle à jouer, voire une responsabilité. Eh bien, ce sont tout simplement les diffuseurs des épreuves et des compétitions. Alors, quel serait le rôle de ces diffuseurs pour promouvoir les sports féminins ? Alors aujourd'hui, je vous aurais dit, j'aurais été plus critique il y a une dizaine d'années, car on avait l'impression que, comme je vous l'expliquais avec France Télévisions ou d'autres médias, qu'ils avaient du mal à parier sur le sport féminin. Aujourd'hui, les diffuseurs font vraiment le travail. Ils arrivent à faire le travail, parce que cette année, vous allez avoir 3 compétitions majeures sur TF1. Il faut quand même le noter, même s'il y a encore beaucoup de critiques sur les diffuseurs. Vous allez avoir donc la Coupe du Monde de rugby féminin du 22 août au 27 septembre, l'Euro de foot un peu avant, au mois de juillet, et de football féminin, et vous aurez à la fin de l'année le mondial de handball féminin. Donc ça montre quand même comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un infléchissement sur la médiatisation du sport féminin. Ça veut dire qu'on va vers cette médiatisation, que les diffuseurs essayent de faire des choses, essayent alors de mettre en avant les disciplines sportives
Après, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il faut pas se leurrer, il y a aussi un enjeu économique. Et là encore, le sport féminin a encore des difficultés sur son modèle économique. Et peut-être que certains diffuseurs qui auraient envie d'y aller, peut-être sont coincés, sont bloqués parce que certains organisateurs ou certains groupements mettent des price money ou des choses bien élevées, même si on a envie que sur une course cycliste ou sur une course sur une autre compétition, les garçons touchent une somme X, que les filles touchent la même somme. Et ça, on est encore loin de ça. Alors ça, c'est très intéressant, ce lien entre médiatisation et modèle économique. Est-ce que ça veut dire que finalement, une des clés de la médiatisation des sports féminins, ce serait l'amélioration du modèle économique de ces sports ou de certains sports? C'est quand même un lien qui est très intéressant et qui n'est pas forcément évident au premier abord, mais est-ce que c'est une possibilité à envisager? Ou est-ce qu'il y a d'autres paramètres? Bien évidemment, aujourd'hui, vous avez de grandes marques qui s'intéressent au sport féminin. Vous avez comme Nike ou d'autres qui mettent des programmes en place pour le sport féminin. Donc on voit que les choses avancent, on voit que les marques ont envie. Après, soit dans notre pays c'est un problème politique, soit c'est un problème économique. Pour l'instant, j'ai pas la réponse. Même en étant sur le terrain, c'est difficile de comprendre pourquoi ça coince, pourquoi ça bloque, alors que certains ont envie, certains y vont. Ça montre que, comme on le dit, l'argent est le nerf de la guerre et que oui, je pense que si peut-être on avait davantage d'argent, de sponsoring, vous l'avez peut-être pas vu, mais certains athlètes ont été obligés, féminines ou masculins, ont été obligés de faire des campagnes de crowdfunding pour payer les jeux, pour être au jeu. Donc, vous voyez, il y a encore beaucoup de choses à faire sur le sport en France et il y a des leviers politiques, des leviers économiques. Le sport féminin est une problématique qui me tient à cœur et donc c'est une problématique que moi je regarde de près, mais vous en avez bien d'autres aujourd'hui dans le sport. Donc je pense qu'effectivement l'aspect économique devrait être en premier, mais vous avez aussi d'autres leviers comme toutes les questions de genre à l'école, où en fait pour déconstruire tous les clichés, tous les stéréotypes autour du sport, et que les petites filles prennent déjà le pouvoir en fait dans la cour de récré, c'est qu'elles aient déjà une place et qu'elles puissent se faire du foot avec les garçons dans la cour de récréation ou dans les city-stades où elles n'ont pas de créneau. Vous voyez, on pourrait partir dans plein de choses parce qu'il y a tellement de pas de discrimination, mais il y a tellement de problématiques à résoudre que il faudrait peut-être d'abord hiérarchiser les choses et peut-être que ça avancerait peut-être plus vite. Alors là, vous abordez un autre angle de lecture de l'enjeu de la médiatisation des sports féminins, qui est la question de l'éducation. Et finalement, les réseaux sociaux aussi, avec toute la liberté et la visibilité qu'ils offrent à celles et ceux qui publient, qui s'y expriment, est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas non plus une forme d'éducation et pourraient donc être un levier très intéressant pour médiatiser les sports féminins? Alors bien sûr, je pense l'athlète la plus connue qui utilise les réseaux sociaux pour la cause des femmes dans le sport, c'est Serena Williams dans le tennis. Mais est-ce que ce serait quelque chose à généraliser justement pour médiatiser davantage les sports féminins? Oui, bien sûr. À l'époque, donc il y a une dizaine d'années, les réseaux sociaux étaient moins puissants. Aujourd'hui, les sportives l'ont bien compris. Les sportives l'ont bien compris et elles utilisent aujourd'hui, c'est un nouvel outil de communication pour elles. Elles sont présentes sur différents réseaux sociaux afin de créer leur communauté et d'impacter, car aujourd'hui les réseaux sociaux, vous pouvez monétiser en termes d'abonnés, vos contenus, toutes ces choses-là, qu'il y a une dizaine d'années, c'était un peu moins... pas dans l'anonymat, mais c'était un peu plus difficile à se faire. Aujourd'hui, les sportifs qui ont des fortes communautés arrivent à retirer quelques centimes d'euros, voire quelques milliers d'euros, grâce aux réseaux sociaux. Et le streaming, oui, bien évidemment, c'est une autre forme de médiatisation. Après, il faut voir si vraiment ça a un impact
vraiment sur la médiatisation, car aujourd'hui l'Arcom a mis du temps avant de prendre en compte les médias en ligne. Et donc pour l'instant on n'a pas d'études chiffrées. Les dernières de 2022-2023 étaient plus sur le linéaire, donc c'est-à-dire la télé classique de mes parents et des anciennes générations. Aujourd'hui, tous les jeunes générations sont sur Instagram, TikTok et compagnie, et Twitch ou d'autres. Et donc aujourd'hui, l'Arcom a pris son retard, et donc je pense que la prochaine étude, on aura une étude un peu plus qualitative sur la médiatisation des contenus en ligne, en fait. Alors quand je parle de parcours avec mes invités, souvent je leur pose la même question un peu générale, c'est de savoir pourquoi ils ont choisi de se spécialiser dans leur domaine. Alors vous êtes journaliste sportif, mais vous vous êtes spécialisé dans les questions d'inclusion et surtout de sport féminin et de leur médiatisation. Alors première question très générale, pourquoi avez-vous choisi de vous spécialiser dans ces différents domaines ? Alors comme je l'ai déjà expliqué, moi, je suis un drogué de sport, donc je vis sport, je mange sport, je dors sport, donc vous voyez, le sport a une très grande place dans ma vie. À côté, moi, je suis coureur handisport, cycliste. Je fais beaucoup de sport à côté. Le sport est aussi me permet d'évacuer tout le stress du travail de la semaine, donc c'est aussi un levier pour moi. L'inclusion, pourquoi le sport féminin? Et ben comme c'est simple en fait, comme je l'expliquais, moi j'étais passionné de sport, donc je connaissais bien le masculin, et un jour, j'ai eu la chance d'aller sur une conférence de presse du handball féminin. À l'époque, c'était Alison Pinault, qui venait d'être élue meilleure joueuse du monde. Moi, je connaissais strictement rien au handball, au féminin, au sport féminin. Et en fait, j'ai rencontré Alison, et pour moi, voilà, ça a été le déclic. Lorsque l'on se rencontre, des fois qu'on se croise, je le raconte toujours, elle est toujours marquée parce que elle a réussi à m'inspirer de son parcours, de son histoire, et je me suis dit que à l'époque, en 2010-2011, il y avait très peu de médiatisation autour des sports féminins, et je l'ai vu aussi, je l'ai constaté le week-end quand moi j'avais la chance d'être accrédité sur les compétitions masculines, donc j'allais au Parc des Princes pour suivre le PSG, j'allais en salle d'interview, en zone mixte, et il y avait du monde, il y avait beaucoup de journalistes, donc c'était sympa, c'était fun. Et puis le dimanche, quand je me retrouvais à Charletti pour suivre la section féminine du PSG, et ben on était trois, c'est-à-dire qu'il y avait un journaliste de France Info, un journaliste d'Eurosport et moi. Et je comprenais pas pourquoi le jeudi au Parc des Princes il y avait 300 médias accrédités, et le dimanche à Charletti pour le même match, c'était la même compétition. Hein. Pour moi, il n'y a pas de différence, c'est un match de foot. Il y avait 3 personnes, donc ça m'a intrigué. J'ai eu l'idée, voilà, en sortant d'école de journalisme. Je sortais pas d'école de commerce, donc je n'avais aucune maîtrise des enjeux économiques. Donc je ne savais pas faire d'études de marché, je ne savais pas faire d'études de business plan et toutes ces questions-là. Mais j'ai décidé avec un ami, le soir dans un resto, je lui ai dit écoute, Olivier, j'ai envie de lancer ça, est-ce que ça te dit de m'accompagner? Il m'a dit banco, donc on a démarré, on a lancé le projet un peu tête foncée, tête baissée. Et on a lancé ce premier média, Lady Sport, pour essayer de mettre en lumière le sport féminin et de rendre les athlètes, ces femmes au parcours exceptionnel, un peu plus visibles. Malheureusement, peut-être on est arrivé un peu trop tôt sur le marché, ou qu'on n'avait pas les clés en main pour lancer un projet structuré autour du sport féminin, et donc j'ai décidé en 2021 d'arrêter le projet. Comme on l'a dit, vous avez décidé d'agir justement pour promouvoir ces sports féminins en créant Lady Sports. Et donc ça va être l'occasion de revenir sur votre parcours et puis de nous partager un peu cette aventure autour de votre média. Mais avant l'arrêt du projet, est-ce que vous avez pu avoir des retours positifs d'athlètes féminines par exemple ? Ah oui, le week-end, les sportives étaient heureuses de me voir, puisque sur certaines compétitions, on était les seuls. Je vous donne un exemple. Pendant un an, pendant 3 semaines, on suivait le projet, donc un projet de cyclistes féminines qui font le Tour de France un jour avant les garçons, avant les professionnels. Et c'est vrai que le week-end, quand on allait les voir sur les compétitions, bien évidemment, elles nous remerciaient, parce que
on était là pour leur rendre un peu plus de médiatisation. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un cercle vertueux. Parce que même si nous, on n'est ni l'équipe ni Eurosport, derrière elles, ça leur permet d'avoir un levier économique en disant, vous voyez, là, il y a certains médias qui sont présents, médias locaux, médias en ligne. Et donc, on avait aussi d'essayer de les aider dans leur... c'est un peu cette vertu aussi de notre média, de les aider à aller chercher des sponsors, des partenaires, afin qu'elles puissent vivre de leur sport, en fait. Et que demain, les jeunes filles aussi, on a aussi cette valeur, cette idée chez les e-sports, c'est que les jeunes filles puissent avoir des rôles modèles, car aujourd'hui, si vous faites un sondage dans la rue, vous allez poser la question aux gens, citez-moi le nom d'une sportive féminine. C'est peut-être mon côté pessimiste, mais je suis pas certain que les gens vous sortent quelqu'un. Donc vous voyez, il y a encore beaucoup de travail à faire, et nous, on travaille à notre échelle à que ce regard-là, il change en fait. Alors on sent que c'est un projet qui vous tient vraiment à cœur, que c'est un thème qui est très important pour vous et dans lequel vous déployez beaucoup d'énergie. Alors quelles sont les nouvelles perspectives, le cap fixé pour maintenir cette dynamique maintenant ? Alors comme je l'ai expliqué, en 2021, on a réaxé le projet sur un projet local. Donc ça veut dire que moi j'habite Paris. Donc on est parti sur un média régional avec avoir un maillage local. Ça veut dire que vous allez avoir un premier étage du projet qui sera un maillage local de mon quartier, de mon arrondissement de Paris et de Paris dans sa globalité. Et ensuite, quand ce premier objectif atteint, parce que quand vous êtes... Voilà, aujourd'hui je suis tout seul, je suis honnête, et même si j'ai quelqu'un qui m'aide sur la partie communication, ça prend du temps. Et ensuite, quand ce premier objectif sera atteint, le deuxième objectif, c'est de passer à l'étape régionale. Ça veut dire avoir des correspondants en région qui puissent relayer le sport féminin et donner des rôles modèles aux jeunes filles en région. Et puis, in fine, c'est après avoir au niveau international et pouvoir couvrir les compétitions en Europe, telles par exemple le foot féminin en Italie, en Espagne, en Angleterre, et avoir des correspondants sur d'autres projets un peu plus, on va dire, transverses et qui demandent bien évidemment plus de ressources économiques. Quels enseignements un peu vous tirez de cette aventure qui a été difficile, comme vous l'avez expliqué, et qui nécessite de la prise de recul, qui nécessite de revoir la stratégie de l'ajustement. Mais quels sont un peu les enseignements que vous pouvez tirer finalement de cette aventure entrepreneuriale ? Ça n'a pas été simple, surtout quand vous êtes un homme. Voilà, vous avez toujours cette question-là, pourquoi je fais du sport féminin ? C'est un peu comme c'est comme je disais à mes collègues qui sont journalistes sportives à l'école, c'est la question qu'on lui pose, pourquoi tu es journaliste sportive ? Donc là, ça a été le premier obstacle à passer, et c'est vrai que pendant un certain temps, j'ai souvent eu le syndrome de l'imposteur, parce que je suis un homme, je parle de sport féminin, bien évidemment, il y a beaucoup de raccourcis qui ont été faits, donc c'est pas simple à vivre, honnêtement. Vous avez envie d'être légitime, de montrer que vous parlez d'un sujet très sérieux, que vous avez les compétences pour aborder ces sujets-là, qui est le parasport. Bien évidemment, j'ai plus cette casquette-là, puisque comme je suis malvoyant et que je suis sensibilisé au handicap, je maîtrise davantage cette question-là, mais je ne voulais pas m'enfermer dans le handicap. Et donc, le sport féminin, il a fallu passer cette étape-là. Donc, ça a pris du temps. Aujourd'hui, j'ai plus ce syndrome de l'imposteur. Aujourd'hui, je suis légitime. Voilà, je suis un acteur marque établi, clair du secteur. Après, bien évidemment, le média est encore en train d'être manque encore un peu de visibilité, mais ça a été l'obstacle le plus contraignant. Et après, quand vous êtes aussi les autres obstacles que j'ai dû surmonter, quand vous êtes malvoyant, je suis obligé de m'entourer de personnes voyantes, puisque certaines choses ne sont pas accessibles pour moi. Et donc voilà, aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui gère tous mes réseaux sociaux, donc c'est Instagram, LinkedIn, Facebook. C'est une personne valide qui voit et qui gère ça, même si bien évidemment c'est moi qui donne la feuille de route, mais c'est elle qui fait tous les contenus. Donc voilà les différents obstacles quand vous êtes déficient visuel et que vous avez envie de
d'entreprendre et de créer un projet. Le troisième obstacle, comme je le disais tout à l'heure, c'est que moi, je sortais d'école de journalisme, donc je ne savais pas faire une étude de marché, un business plan, donc j'ai dû aussi faire ces choses-là, apprendre à faire ces choses-là, une étude de marché, essayer de comprendre mon environnement, mes concurrents, et m'intégrer dans mon marché. Et voilà, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai cette expertise sur ça, sur ces questions-là, et c'est vrai que sur la médiatisation, j'aimerais bien que les choses avancent plus vite, mais aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, on va dire que je nuance plus mes propos, car je comprends un peu mieux les enjeux et les contraintes de mes concurrents diffuseurs, en fait. Alors ça, c'est quand même assez frappant, cette idée de syndrome de l'imposteur, si on peut appeler ça comme ça. Cette idée de journaliste masculin qui se sentirait illégitime pour parler de sport féminin. Et justement, quand on est un journaliste masculin, quels sont les biais à éviter quand on parle de sport féminin et d'athlètes féminines ? Oui, il faut pas aller faire du sport féminin parce que on est barré par ses collègues, ou parce que comme on n'a pas eu la rubrique qu'on voulait, c'est allez tiens, on va faire du sport féminin. C'est une sous-catégorie. Il faut déjà que le journaliste, comme je disais tout à l'heure, soit sensibilisé, qu'il ait envie qu'il ait envie de parler de sport féminin. Et ensuite, il faut faire attention à comment il écrit les choses, comment il va décrire la personne, ne pas tomber dans les clichés du sport féminin ou du parasport, car c'est une personne qui réalise une performance. Il faut pas la contraindre à son aspect physique ou à son aspect ou à d'autres aspects parce que c'est une femme, parce que c'est une personne en situation de handicap. Aujourd'hui, si on fait un sujet sur moi, c'est parce que demain je vais faire une performance, une compétition, et après mon handicap arrive. Donc c'est pareil pour un journaliste qui a envie de parler de sport féminin. Demain, s'il a envie de parler de n'importe quel athlète, il doit décrire la performance la performance, et ensuite décrire s'il a envie de parler de son histoire. Moi, quand je fais les portraits de sportives, notre chronique tous les mois sur le sport, le parasport, une athlète qui rêve de faire les Jeux paralympiques, il y a toujours ces questions-là. L'interview est préparée en amont, et moi, je vais pas sur des sujets qu'elle n'a pas envie d'aborder, en fait. Même si je sais que c'est des sujets qui vont pouvoir faire du buzz, qui vont faire du clic, Après, c'est peut-être une erreur de ma part, mais moi, je préfère parler de la performance et de l'athlète en elle-même, et non pas de la personne qui est réduite à son handicap. Il faut briser le cliché du héros ou de la héroïne. Héroïne, pardon, c'est dur à dire. Héroïne. C'est une personne comme les autres, qui a sa vie, qui a ses problèmes, et qui performe, qui est tous les jours en équipe de France, qui se bat pour être la meilleure. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors, on arrive à la fin de cette thématique. On aurait pu encore en discuter un long moment, tellement cette thématique est riche, et on a vu tous les leviers sur lesquels on pouvait jouer, qu'on soit journaliste sportif, au sein d'un diffuseur ou sur des événements sportifs, pour promouvoir un peu le sport féminin, les sports féminins. Et si vous ne deviez donner qu'un seul conseil pour celles et ceux qui vont travailler dans les industries du sport et qui aimeraient se saisir de cette question et promouvoir activement les sports féminins, quel serait ce conseil ? Déjà qu'il faut pas avoir peur, il faut venir, il faut pousser la porte, il faut aller à la rencontre des sportives, aller à la rencontre des conférences, des événements autour du sport féminin, même si c'est encore un peu confidentiel, même si il manque peut-être encore un peu de communication. Il faut être à l'affût des événements, et un journaliste qui est curieux, ou même une personne qui est curieuse, qui a peut-être dans son entourage une sœur, une grande sœur, ou des enfants, sa fille qui fait du sport et qui a envie d'en parler. Il faut y aller. Il faut pas se freiner. Il faut pas avoir peur. Donc ça, je pense, c'est vraiment la meilleure chose. Et ensuite, il faut s'armer de patience, car le sport féminin, c'est du temps long.
Il faut pas se dire que toutes les choses vont se régler en quelques minutes ou en quelques heures. Ça prend du temps, mais il faut pas avoir peur de ça. C'est grâce à vous, grâce à ces personnes qui vont s'engager, qu'on pourra donner ce rêve à ces petites filles qui se diront demain je peux être la nouvelle Pauline Ferrand-Prévot ou la nouvelle Lise Barbelin. Donc ou la nouvelle Marie-Amélie Le Fur, parlons un peu de parasport aussi. Et donc c'est tout ça c'est grâce à ces personnes-là, c'est ensemble qu'on sera plus fort et que le mouvement sportif féminin ou le sport féminin sera bien plus visible, bien plus fort et peut-être qu'il aura enfin sa pleine place dans la société. Allez, on va rester sur une note positive pour achever ce podcast. Si vous ne deviez donner qu'une seule raison pour convaincre celles et ceux qui nous écoutent de rejoindre les sports féminins, de travailler dans les industries du sport féminin, quelle serait cette bonne raison ? Donc la bonne raison, c'est que le sport féminin véhicule de belles valeurs. Donc déjà, c'est important. Et surtout, c'est que ça permet aussi de mettre en avant des sportives au parcours de vie extraordinaire. Donc ça, c'est vraiment la bonne raison. Allez, voilà quelques bonnes raisons de rejoindre les industries des sports féminins et puis de participer activement à leur médiatisation surtout. Romain Beauvais, merci pour ce regard sur ce thème de la médiatisation des sports féminins, un thème qui, on l'a senti tout au long du podcast, vous tient vraiment à cœur et merci pour l'énergie que vous y déployez et on vous souhaite une très bonne continuation pour vos futurs projets et pour votre engagement dans la médiatisation des sports féminins. Merci encore Romain Beauvais. Merci beaucoup en tout cas.